Le Mali face à une guerre hybride de grande ampleur et de haute intensité. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus, accompagnés de nos deux experts maison. À ma droite, M. Sekou Samen Touré, et à ma gauche, le douanier Daniel Koulibaly. Ils ne sont plus à présenter, mais ils auront un mot à l'endroit du public qui est en train de nous suivre. Le Mali, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi cette guerre hybride? Et comment aider le Mali à sortir de cette guerre hybride étant victorieux? C'est l'objectif de la présente émission. Monsieur Sekou Samen Touré, bonjour et bienvenue. Bonjour Général, merci à Gandhi Malien et African TV. Donc nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde et nous espérons que ces explications ou ces échanges qu'on aura va contribuer à résoudre et à éradiquer cette guerre qui a été imposée au Mali. Va aider à éradiquer cette guerre qui a été imposée au Mali depuis plusieurs décennies, car la guerre n'a pas commencé en 2021 ou en 2024 comme certains médias propagande de la France essaient de faire croire. Et vous ne vous êtes pas trompé, ça va se passer sur Gandhi Malien TV et African TV. Doyen, bonjour et bienvenue. Bonsoir Diawara, bonsoir à Touré. Merci. Bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV et de ceux qui se permettent de mettre en ligne sur African TV, je crois. Oui, effectivement. Et bonsoir particulièrement à Fatou Doucouré, qui ne cesse d'animer les commentaires et qui nous rectifie chaque fois que nous faisons des erreurs. Oui. Merci à Fatou Doucouré, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui sont très actifs actuellement dans les commentaires et dans le partage de cette émission. C'est aussi une façon pour eux de participer à cette guerre médiatique imposée non seulement au Mali mais à l'Afrique qui veut se libérer. Doyen, nous commençons, nous restons avec vous, Doyen. L'attaque des camions-citernes, sinon on dirait même les attaques des camions-citernes, n'avait pas qu'un objectif militaire. Il ne s'agit pas simplement de mettre à mal peut-être des convois militaires maliens dans les parages, mais avait aussi un objectif économique, commercial. C'est quoi votre analyse là-dessus? Bon, permets-moi de rectifier une erreur que j'avais commise la dernière fois. Ok, allez-y, doyen. J'avais dit que l'intégration des rebelles dans une armée, ça a commencé depuis le 11e, 12e, 13e siècle. Mais non, je me suis trompé de date. C'était, heureusement que j'avais cité que c'était à l'époque de l'empereur Théodose. Ça, c'était au 4e siècle. Ah, depuis le 4e siècle. Depuis le 4e siècle. Je voudrais aussi préciser, lors de la dernière, je n'avais pas compris une de ces questions. Quand il a dit jurisprudence, je parlais de jurisprudence au sens figuré du terme. Ok. Voilà. Bon, cette mise au point étant faite, je remercie parce que je crois que beaucoup d'auditeurs qui connaissent aussi mieux que moi l'histoire ont dû rectifier d'eux-mêmes que c'était au 4e siècle. Ok. En fait, pour votre question, brûler les citernes n'était qu'un moyen parmi tant d'autres pour atteindre un objectif, dégommer la transition, faire chuter la transition. Et donc, ils ont choisi de s'attaquer au carburant, aux citernes, pour créer la panique, pour créer la pénurie de carburant. Mais je suis sûr que cela devait s'accompagner d'un mouvement intérieur. A-t-il eu lieu ou pas? On ne sait pas. Mais en fait, si on n'est pas parti loin, parce qu'ils perdent beaucoup d'hommes dans cette attaque-là. Étant entendu que la cible étant connue, et l'adversaire qui est la transition sachant que la cible c'est les citernes, il fallait pour les atteindre, il fallait s'approcher de la route où passent les citernes. C'était un piège qui se retournait contre eux. Et ces derniers temps, ils ont subi beaucoup de pertes, tant à Bougouni, sur la route de Bougouni, sur la route de Heremakono et Zegwa. Donc, Heremakono aussi. Même dans les Baoulés. Voilà. Donc, ils sont en train de perdre beaucoup de gens. Et
l'effet recherché n'a pas lieu. C'est vrai qu'il y a eu des gènes, c'est vrai qu'il y a une pénurie de carburant, mais la révolte ou la tension dans la population n'a pas été telle que le plan a pu aller jusqu'au bout. Il s'est estompé. Et donc, le carburant, c'était un moyen de pression économique, mais essentiellement d'abord un moyen pour animer une révolte dans le pays, pour arriver à l'objectif final qui est de renverser la transition. Ok. Objectif final, renverser les pouvoirs en place. Professeur Touré, nous attaquer les camions citernes, créer une révolte, créer la tension au sein des populations, mais ce n'est pas aussi vouloir atteindre, surtout économiquement, le Mali, si nous savons que ça concourt toujours à l'objectif final qui est de renverser les pouvoirs en place. Ok, merci bien. Merci à Koulibaly pour cette analyse qui est vraiment très claire. Comme on l'a dit, l'objectif c'est mettre le Mali en mal à travers son économie. Comme on l'a dit, c'est une guerre hybride. Oui. Donc il faut utiliser tous les moyens militaires et non militaires pour créer vraiment des difficultés à cette population résiliente. Comment pousser la masse populaire à se révolter. Mais moi, je vais jusqu'à dire que dans ces attaques des citernes qui vont certainement faire mal à l'économie du Mali, la frange, la population ciblée, c'est surtout la population de la main-d'œuvre. Parce que s'attaquer aux citernes, c'est s'attaquer à la main-d'œuvre malienne. Et là-bas, on a le maximum de jeunes, et surtout de jeunes bras valides, qui certainement ont les capacités de nuisance en termes de révolte sur le terrain. Et moi, c'est sur cette direction que je vois cette attaque. Parce que lorsque les ateliers ne pourront plus fonctionner par manque d'électricité, les soudeurs, ça ne pourra plus marcher. Au niveau de l'agriculture, il n'y a pas de carburant pour arroser les jardins, ça ne donne pas. Donc, c'est cette population qui va difficilement peut-être réfléchir à la résilience et à toutes les bonnes actions que la transition est en train de faire. Et ils pourront rapidement voir leur existence menacée et peut-être que ce sont des franges faciles à coopter et à ajouter aux génines pour faire mal au pouvoir. Donc c'est dans ce sens-là que je vois les attaques des citernes. Et encore, surtout que le petit commerce, le commerce informel des femmes est beaucoup lié à l'utilisation du carburant à travers la vente des crèmes, la vente de la glace. Donc mettre ce monde-là en mal pour pousser cette population, parce que c'est la partie, les intellectuels déjà à ce niveau, ils n'arrivent plus. Parce qu'on a eu des grands géostratèges. Le général arrive à expliquer convenablement et les intellectuels comprennent toutes les stratégies. Maintenant, il faut agir sur le monde qui n'est pas trop administratif pour comprendre tous ces agissements. Donc c'est pourquoi je vais jusqu'au fin fond pour voir que ces femmes qui vendent leur glace, qui vendent leur crème, qui font le petit commerce, peuvent être directement touchées par cette crise de carburant et pousser les hommes autour d'eux, les frères autour d'eux, et ajouter à la main d'œuvre, vraiment se retrouver pour se mettre dans la rue et faire face au pouvoir. Faire face au pouvoir. Doyen, une guerre hybride de cette ampleur contre le Mali, c'est presque dit jamais vu en Afrique. Parce qu'une guerre hybride, vous le savez, mobilise plusieurs composants de la guerre. Des informations, les groupes armés terroristes, guerre commerciale, guerre comme ça, guerre psychologique. Tout ça contre le Mali. Mais pourquoi jusqu'à ce niveau? C'est le résultat de la résilience de la transition. C'est-à-dire qu'on a employé des moyens premiers qui n'ont pas réussi et ils sont partis en évoluant vers d'autres moyens. Jusqu'à mettre, tous les jours, ils se découvrent. Tous les jours, ils emploient de nouveaux moyens. Mais ceci parce que la résilience, comme il l'a dit, des autorités de la transition et du peuple malien, il faut le dire, du peuple malien, qui n'ont pas réussi à faire bouger, c'est ce qui fait qu'ils emploient tous les moyens.
Et ce faisant, ceux dont on se sert, qui utilisent le prétexte de la religion, se découvrent. Parce qu'ils avaient dit que c'était pour combattre ceux qui veulent combattre la religion. Donc, à ce titre, ils ne devaient pas tuer les gens n'importe comment. Peut-être ceux qui s'opposent, oui, mais ceux qui ne s'opposent pas, la population, brûler leur récolte, ravager leur pâturage, ou bien tout ceci démontre à suffisance que non, derrière les prétextes religieux, il y a autre chose. Et tous les jours, ils sont en train de se découvrir. Et donc, moi, j'ai dit, c'est parce que les moyens employés n'ont pas réussi qu'ils sont obligés de recourir à d'autres moyens. Ils font la désinformation, mais ils font comment est-ce qu'on appelle, la manipulation de l'information. Vous avez eu le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères disait l'autre jour dans une interview qu'en un jour, il y a eu 40 communications sur le Mali. En une seule journée. En une seule journée. Et donc, ils sont sortis en masse pour dire Bamako est encerclé, c'est une question d'heure, ça va tomber. Et donc, tout ça concourait à un plan plus vaste, plus concordant, qui devait s'accompagner non seulement du blocage, mais de la désinformation ou de la manipulation de l'information, mais aussi des mouvements intérieurs. Donc tout ceci devait concourir, mais là aussi ça a échoué. Il y a les services de renseignement, je crois, qui ne dorment pas sur leurs oreilles. Il y a des activistes qui sont au front, qui sont toujours en train de guerroyer contre la mauvaise information, qui donnent des bonnes informations et qui les fatiguent réellement. Donc il y a tout un ensemble. Mais vous l'avez oublié de citer, la guerre informatique, c'est la guerre des cyberattaques aussi. Oui. Et donc il ne faut pas négliger. Il y a beaucoup d'autres moyens que je ne voudrais pas citer sur les plateaux, parce qu'il y a trop d'oreilles. Mais il y a d'autres, peut-être en off, je te ferai part. Ok. En off, peut-être, nous allons apprendre davantage auprès du doyen. Professeur Touré, okay. Une guerre hybride, ça c'est de haute intensité quand même. Oui, de très haute intensité. Vous qui êtes historien, géographe. Oui, de très haute intensité. Oui. Le Mali aujourd'hui est visé dans tous les sens. Oui. À tous les niveaux et par tous les moyens. C'est pourquoi cette question-là, je la trouve très intéressante. Pourquoi cette guerre d'aussi grande ampleur contre le Mali? Parce que d'abord, le Mali est en train de jouer une position géostratégique importante dans la désorganisation des peuples exploitants du monde. Donc le Mali est en train de jouer un rôle important dans ça. Et le Mali est en train de prendre le leadership. Et toute l'Afrique risquera de se greffer au Mali pour désormais faire bloc à toute cette exploitation humaine et économique dont l'Afrique est victime. Donc le Mali, c'est l'élément à abattre pour empêcher que le poussin ne quitte l'œuf et ne grandisse pour causer des problèmes à tous ceux qui veulent détruire ce peuple d'Afrique à travers ses ressources et ses compétences humaines. Donc c'est pourquoi cette si grande ampleur. Parce que quand on va voir cette guerre hybride, on va prendre les conséquences. Il y a les conséquences militaires, il y a les conséquences politiques, les conséquences sociales. Toutes ces conséquences-là ont pu être déjouées à l'intérieur du Mali. Parce qu'en imposant cette guerre hybride, tout de suite, c'est la conséquence, c'est le résultat de cette forme de lutte qu'ils attendent. Pour vous donner tout de suite un exemple et vous mettre à l'aise, en s'acharnant contre le Mali pour cette guerre hybride, et tout de suite, le Mali a compris qu'il fallait, suspendre ou dissoudre les partis politiques. Parce que les partis politiques sont des relais pour ces gens à pouvoir désorganiser et désinformer à l'intérieur. Oui. Donc ça, c'est une ligne qui a été coupée. Et c'est inquiétant pour eux. Sur le plan social et psychologique, ceux-ci qui doivent faire le relais à l'intérieur du Mali, ils sont coupés de partout. Et le Mali a su imposer une forme de communication interne qui empêche à leur relais
de désinformation à l'intérieur du pays, à travers les partis politiques, c'est un réseau qui a été coupé. Donc le Mali, ce n'est pas une petite lutte de guerre hybride qu'il faut engager contre le Mali, mais une guerre vraiment de très grande ampleur. Parce qu'au niveau militaire, le Mali a pu donner une réponse. D'abord, on a pu avoir une armée professionnelle, une armée équipée, une armée qui a les dernières technologies en matière de renseignement pour déjouer n'importe quel type d'activité organisée à l'encontre du Mali. Donc à ce niveau aussi, déjà il y a un échec. Sur le plan économique, on voit les citernes qui sont brûlées, ils essayent de mettre en mal le ravitaillement du Mali et ils voient la population visée est devenue encore plus résiliente que lorsque tous les moyens étaient à leur disposition de pouvoir vivre. Ils ont comme l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie de ceinturer le Mali quelque part, il y a une nouvelle génération d'individus qui naît au Mali et qui épousent vraiment cette souffrance et acceptent d'aller jusqu'au bout. Donc vous comprenez que le Mali n'est plus un élément pour eux qu'il faut prendre à la légère. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez prendre les réseaux sociaux, Koulibaly l'a dit, la cybercriminalité aujourd'hui, le sabotage au niveau de cyberattaque. Là-bas, déjà le Mali a eu des réponses. Le Mali a eu des réponses pour empêcher que nos réseaux ne soient manipulés et utilisés contre nous. Et aujourd'hui, pour la bonne information, c'est que dès qu'une information va à l'encontre de la transition du Mali, tout de suite le Malien, le soudeur qui est cherché par cette crise de carburant, va dire ah non, ça c'est une manipulation, c'est une information utilisée, c'est pour nous pousser à nous révolter contre notre pays, on refuse et ils zappent. Donc tu vois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et à tout bout du champ, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train de souffrir. Et c'est pourquoi d'ailleurs la guerre hybride. Parce que la guerre hybride, elle est visible par moment, invisible. On peut la contenir par moment, on ne sait pas comment la contenir. Et encore, à travers cette guerre hybride, ils sont arrivés à un niveau aujourd'hui où il faut brouiller les pistes à la justice internationale. Parce qu'il y a des crimes de guerre qui sont en train de commettre contre le peuple. Oui. Et moi, je crois que la société civile malienne doit même prendre les dispositions pour poser une plainte contre les terroristes et leurs sponsors. Parce que combien de femmes aujourd'hui sont mortes ou ont subi des dommages physiques à cause du manque de carburant pour rejoindre des centres de santé? Combien d'enfants ont été victimes? Et ça, la justice internationale doit s'acharner contre ces gens-là. Et ils doivent chercher et à situer les responsabilités. Et je sais que France 24, en tout cas, qui donne les informations que Bamako va tomber, doit pouvoir savoir qui sont ces gens qui sont à la base de ça. Puisqu'il sait que Bamako est encerclé, que Bamako est coupé de tout, ils doivent avoir les mêmes informations pour dire les responsables qui sont à la base de ce que le peuple malien est en train de subir comme injustice. Et toutes ces victimes-là doivent être dédommagées. Donc il y a cet aspect. Je ne sais pas, Koulibaly voulait ajouter quelque chose. Non, je voulais dire qu'il y a une branche de la société civile qui a formulé cette plainte, ou qui a commencé à formuler cette plainte. Je ne sais pas, c'était contre TV5, notamment en ce qui concerne la collaboration avec des relais des djihadistes, voilà. Des terroristes. Des terroristes. Très bien. Donc voilà des actions qu'on doit déjà commencer à préparer. Mais même contre France 24, parce qu'il y a France 24 a interviewé à des reprises les chefs d'Al-Qaïda. Voilà. Ce n'est caché des personnes. Or, Al-Qaïda a été déclaré par les Nations Unies comme organisation terroriste internationale. Ouais. Comment trouver un média qui accorde une interview au chef d'Al-Qaïda? Mais ça ne passe pas. Et on doit poser plainte. Et la justice internationale, si elle n'est pas complice, en tout cas de ce qui est en train de se faire au Mali, il doit pouvoir, en tout cas les éléments sont très clairs. On n'a même pas besoin d'être expert pour comprendre que France 24, les médias de l'agence France Presse, en tout cas qui relèvent aujourd'hui, on sait tous, du ministère des Affaires étrangères et qui doivent mener la politique de la France hors de la France, sont responsables ou en tout cas sont informés des responsables qui sont en train de créer, qui veulent créer ce chaos-là ici au Mali. Donc voilà, tous ces éléments réunis font que le Mali est victime de tous les côtés, et cette guerre hybride-là, heureusement,
ce qu'on va leur dire, le Mali est déjà préparé. Ok. Et les Maliens, ils ont eu plus que jamais une résilience terrible et qui fera face à n'importe quelle sorte de guerre hybride. Parce que c'est ces différentes conséquences-là. Et toutes ces conséquences qui doivent découler de ce type de guerre hybride sont déjà gérées sur le terrain. Les leaders, dans le leadership malien, dans le leadership de la communication malienne, dans le leadership des activistes, ceux qu'on appelle activistes, en tout cas les patriotes maliens qui informent le Mali des réalités et de tous les complots qu'on essaye de former contre le Mali. Tout ceci, Dieu leur a essoufflé cette puissance-là, cette force à comprendre. Et ensuite, à nos religieux qui comprennent que désormais, ce n'est pas des gens qui sont en train de se battre au nom de la religion, d'aucune religion. D'aucune religion. Et aucune religion ne doit être menacée par une autre. Parce que personne et nulle part, ça n'a été dit. Et on ne le fera jamais, en tout cas au Mali. Nous sommes victimes tout simplement d'une guerre hybride à plusieurs niveaux, dans tous les sens, qui cherche à déstabiliser aujourd'hui ce pouvoir-là, qui est en train de rendre au Mali et aux Maliens les honneurs, et que les Maliens puissent désormais vivre dans les meilleures conditions. Et encore plus, au moment où il déclarait la chute du Mali, que Bamako a encerclé, le président de la République est en train de poser des pierres de CESCOM, d'hôpital, etc. Donc, c'est pour dire qu'ils vont crier, ils vont vociférer, mais le peuple va avancer. Le peuple va avancer. Donc, je reviens vers vous. Le professeur Touré, dans son exposé, a évoqué quelque chose qui n'a pas échappé à mon attention, notamment la possibilité de poursuivre les terreaux et leurs sponsors devant des juridictions internationales. Cette justice internationale, si réellement peut-être elle existe, parce que le Mali, les 3 pays de l'Est se sont retirés de la CPI. Est-ce qu'on a une autre alternative? Parce que la CPI était en train d'être utilisée comme un outil géopolitique contre nous autres. Mais en lieu et place, nous avons créé un tribunal de l'AES. Est-ce qu'on a d'autres alternatives où nous pouvons réellement poursuivre, par exemple, les autorités françaises pour leur soutien au groupe terror? Ce n'est pas devant une justice, mais devant le Conseil de sécurité. Parce que nous nous sommes retirés de la Cour pénale internationale, la CPI. Il sera désormais difficile. Mais nous avons créé, comme tu le dis, une juridiction sahélienne où on peut les poursuivre et où, quand c'est consolidé, quand la Confédération est consolidée, que les 3 pays se mettent à agir de concert, on pourra lancer des mandats d'arrêt au nom de la structure si on a le poids politique nécessaire pour l'extradition de bien des gens. Et cela, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un contrepoids politique pour pouvoir le faire. Comme tu le sais, on a déjà tenté de s'adresser au Conseil de sécurité, mais il y a des problèmes de veto. Si c'est la France, ça va connaître le même sort que la plainte qui a été déposée là-bas, mais qui n'a jusqu'ici connu aucune évolution, si c'est la France qui est visée. Mais si c'est des individus ou des groupes d'individus qui ne sont pas dans les normes, qui ne sont pas des États, il ne reste plus que peut-être, même si cela devait se faire, de taxer les groupes de groupes terroristes et de voir au niveau international qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer leur avoir à l'extérieur, les dirigeants à l'extérieur, les empêcher de circuler. Il y a tout un tas de choses. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'ils aient un appui au niveau du Conseil de sécurité. Sinon, d'une manière ou d'une autre, ça sera bloqué. Maintenant, au niveau de la Cour sahélienne, oui, il y a des actions à mener, mais sur le coup, maintenant, est-ce qu'on a le poids politique nécessaire vis-à-vis des pays qui peuvent les héberger pour faire exécuter les mandats qu'on peut déclencher contre eux? Parce que c'est une question de rapport de force. Bon. Ok. Professeur Touré. Si je peux ajouter, oui. Parce que c'est vrai, donc l'explication que Koulibaly nous a dit est vraiment technique, c'est comme ça. Mais nous, on va au-delà parce que je crois que nous sommes des êtres humains. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs il y a les organisations de société civile. Et je crois que le Mali, les organisations de société civile au Mali peuvent prendre les organisations des sociétés civiles de ces puissances-là pour les informer
véritablement de ce que leurs États sont en train de faire et des conséquences que ces pays-là sont en train de suivre au niveau des femmes, au niveau des enfants. Parce que aujourd'hui, France 24 que nous regardons, je me dis, est-ce que la population française regarde les mêmes choses? Parce que souvent, ils sont capables de nous montrer des choses et de les cacher à l'autre côté. Maintenant, je me dis que les organisations de société civile au niveau des 3 pays doivent s'organiser et prendre les sociétés civiles de ces États-là pour les informer et les envoyer tous les témoignages et en tout cas tous les éléments d'information pour que ceux-ci puissent comprendre et que si nous, par les documents de juristes internationaux, etc., on n'est pas dedans, que eux, leur société civile, s'ils ne sont pas complices de leurs États, que eux, ils puissent porter plainte auprès de ces organisations-là contre leurs États. Ça, c'est bien possible. C'est une attaque possible. Voilà. Donc, moi, je crois qu'on peut voir cette procédure pour essayer de contourner aussi toutes leurs barrières au niveau, par exemple, du Conseil de sécurité, essayer de passer par leur société civile, s'ils sont honnêtes, s'ils sont vraiment en conscience avec leur engagement vis-à-vis de leur population et de leur peuple qui doivent avoir un bien-être social, comme tous les autres États, comme tous les autres peuples, et que ceux-ci puissent s'organiser et aider les peuples sahéliens à s'attaquer à leur gouvernement. Ok. Aider les peuples sahéliens à s'attaquer à leur gouvernement. Moi, je voudrais juste donner, et il a très bien expliqué les choses. Oui. Mais quand on dit guerre hybride, il faut considérer le niveau intellectuel de tous ceux qui nous écoutent. Souvent, on nous reproche de parler en français. Ça veut dire qu'il y a un problème de niveau parfois. Pas à tous les niveaux, mais à certains niveaux. Il y a, c'est divers. Nous avons des auditeurs qui sont intellectuels, qui comprennent d'un coup ce qu'on veut dire. Nous avons une classe moyenne qui comprend, mais il y a des choses techniques qu'il faut développer. Quand on dit guerre hybride, ce n'est pas forcément des gens qui comprennent. Il s'agit d'utilisation en dehors des moyens militaires, des moyens conventionnels ou non conventionnels, on l'a dit, la désinformation, la manipulation de l'information, c'est la désinformation. Mais nous avons eu des exemples de guerre hybride. Ce n'est pas la première fois. C'est un ensemble d'éléments qu'on utilise. Souviens-toi, la guerre économique n'a pas commencé maintenant. Comment est-ce qu'on appelle? Les sanctions de la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO, c'était une guerre économique. Oui. La fermeture des frontières, notamment, c'était une guerre économique. Ensuite, il y avait un second, l'influence politique. Nous sommes entourés, comme je l'ai dit, de pays pratiquement hostiles aujourd'hui, qui ont tous été minés contre nous. Notre sortie, c'était qu'avant le Burkina, avant que le Burkina ne bascule, on était complètement encerclés. Mais quand le Burkina a basculé, ça nous a donné une ouverture possible et ensuite le Niger est venu tout conforter. Donc, il y a l'influence politique. La France y a joué de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles et même non concevables. Donc, c'est pour leur donner juste une idée que la guerre hybride, ça veut dire que c'est des éléments qui sont utilisés, qui ne sont pas les mêmes, mais qui embrassent plusieurs activités. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Professeur Touré, nous revenons vers vous. Ouais. Nous avons vu dans le cadre toujours de cette guerre hybride, les pays occidentaux se relaient une information, c'est-à-dire on appelle les ressortissants à quitter le Mali immédiatement pour contribuer à cette panique générale qu'ils ont voulu créer et entretenir, pour pousser peut-être à commettre l'irréparable contre le peuple malien. Mais le peuple n'a pas cédé, vous l'avez dit, il y a eu un fort travail d'information, de communication derrière. Et je comprends le doyen qui est tellement humble, mais il a aussi activement participé à ce travail. Vous avez participé à ce travail, que ce soit en français, en ce qui vous concerne, c'est surtout en français pour une certaine élite aussi du Mali. Professeur Touré, dans ce cadre, les Américains avaient appelé aussi leurs ressortissants à quitter le territoire malien. Mais hier, leur ambassade ici a publié un communiqué pour dire que tout rentrait dans l'ordre quand même. Et en ce qui concerne les Américains, ils avaient repris leur travail et puis tous leurs services ont été repris. Donc, est-ce qu'ils abandonnent les Français en plein vol ou bien ils y avaient participé juste de façon symbolique et étant convaincus
que le complot allait peut-être fonctionner. Pourquoi il se ravise aussi unilatéralement et de façon très rapide? Ok, vraiment merci pour ça. Cette question, ça me fait rire quand on dit les Américains. Parce que pour revenir un peu, hein, Oui. c'est-à-dire qu'en réalité, quand les Occidentaux ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Mali et que Bamako allait tomber, ils ont réglé tout le problème des Américains. Parce que c'était la dernière chose que les Américains attendaient pour dire, bon, on a été solidaires avec vous jusqu'à ce niveau. Bon, eux aussi, ils vont déclarer, ils demandaient à leurs ressortissants de sortir par solidarité aux Occidentaux. Mais ils ont les meilleurs renseignements. Si Bamako doit tomber aujourd'hui, les Américains le savent. Et ils savent que ce n'est pas vrai. Et il fallait pousser les Occidentaux aussi dans cette erreur. Parce que c'est que les gens doivent comprendre. Les Américains n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Ils n'abandonneront pas en plein vol seulement la France et ses alliés, mais ils vont les avaler. Parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est épuisée dans certaines parties du monde. Les réserves de ressources minières sont épuisées dans beaucoup d'endroits qu'ils exploitent. Les réserves aujourd'hui qui restent et qui restent pour sauver la vie humaine, même sur la terre, c'est dans les pays du Sahel. Que cela soit clair pour tout le monde. Et les Américains ne sont pas prêts à suivre quelqu'un qui peut les amener à avoir des problèmes et que les Américains puissent l'avoir en retour. Donc les Américains, ils sont à l'aise parce qu'ils ont été solidaires de la France jusqu'au dernier moment. Et vous nous avez dit, demandez à nos ressortissants de sortir, on l'a fait, Bamako va tomber alors que rien de vrai. Donc, ne gérez pas notre diplomatie sur des fausses informations. Parce que ça y va de la crédibilité aussi des Américains. En acceptant la manipulation et la désinformation qui fait partie de leur système de guerre aujourd'hui qu'ils ont imposé au Mali. Donc, c'était une occasion pour les Américains de trouver en tout cas des alibis, des raisons pour dire, bon, on ne va plus vous suivre, on ne va plus vous écouter, on va aller vers le Mali nous-mêmes, vers les autorités, entretenir nos relations directes avec eux. Et comme ça, quand il y a des informations, quand il y a des communications, nous-mêmes nous allons le faire et on va s'assurer que les communications qu'on va faire, ce sont des communications vraies, ce sont des communications justes. Juste dire que leur manipulation, leur désinformation a tourné contre eux-mêmes. Et les Américains étaient à Gao, je l'avais dit ici une fois. Et ce n'était pas du goût des Français. Ce n'était pas du goût des Français parce que je me rappelle encore, ces soldats américains ont commencé même à s'installer et à avoir vraiment la sympathie de la population. Quand la guerre a éclaté encore, ça c'est 2008-2009. Donc ils étaient obligés de quitter. Et eux, partout ils partent, c'est pour voir et évaluer la force économique de cet endroit. C'est pour voir et évaluer les potentialités des ressources en réserve dans cette partie. Et aujourd'hui, les Américains savent ce qui existe là-bas. Ça, c'est un premier pays. Et comprendre qu'en Occident même, les premiers alliés, à part, en dehors de l'Angleterre, des Américains, c'est l'Allemagne. Et j'ai dit, tout le monde va quitter le Mali sauf les Allemands. Tout le monde va quitter le Mali sauf les Allemands. Parce que les Allemands ont vu quelque chose dans le nord du Mali et précisément à Gao pour le bien-être de leur population, pour lequel ils dépensent des milliards d'euros et qu'ils n'arrivent pas à résoudre et ils l'avaient presque gratuitement à Gao, ça c'est l'eau douce. Ils arrivaient à faire boire leur population d'une eau d'une qualité extraordinaire et naturelle. Les Allemands ont vu ça. Quand les autres cherchaient de l'or, eux, c'est de l'eau qu'ils amenaient chez eux. Donc, aujourd'hui, les petits projets, les routes des Allemands, ça continue, ils n'ont jamais arrêté. Donc, c'est pour dire que ceux-là qui sont dans le lot occidental, pilotés par les forces d'information de la France, ont une certaine réalité. Et aujourd'hui, que les Maliens comprennent que ceux-ci savent la réalité entre la France et nous. Ils cherchent juste à voir est-ce que nous, là, on est prêts, on est engagés à faire face à la France dans toutes ces manipulations, puisque la France n'a rien pour proposer à l'Europe. Dans cette union de rôles, la France n'a rien à proposer à l'Union, à part les armes nucléaires qu'ils ont.
et qu'ils alimentent par l'uranium du Niger qu'ils vont bientôt perdre. Donc la France n'a rien à proposer et c'est sur ces réserves-là, de l'or au Mali, sur ces réserves naturelles au Mali et au Sahel, qu'ils comptent pour se donner un certain niveau, une certaine puissance économique et faire face aux autres pays occidentaux. Et aujourd'hui, l'Allemagne, comme les autres, attendent juste voir jusqu'où va aller la résilience du peuple malien. Et heureusement, on a eu un partenaire stratégique, la Russie, qui aujourd'hui est au Mali par honneur, par dignité, pas par exploitation économique du Mali. Donc ça, c'est une alliance sûre et certaine et qui va permettre au Mali de faire face à l'acharnement de cette guerre hybride qui est imposée aux Maliens. Donc, les États-Unis ont déjà lâché, parce que déjà, ils ont félicité l'armée malienne pour son professionnalisme. C'est une première, parce qu'ils ont vu là où eux, ils ont échoué leur armée avec tous les équipements possibles du monde, l'armée malienne est en train de réussir là-bas. Nous avons même éliminé Abou Zeifa, sa tête a été mise à prix à 5 millions de dollars. Et les Américains l'ont toujours cherché, je crois que ce n'est pas le premier, il y a eu d'autres aussi dans la zone de Menaka. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les Américains voient plus l'armée malienne comme armée qui peuvent les aider eux-mêmes à éradiquer ce qu'eux-mêmes ils ont créé et qui les a échappés. Donc, l'armée malienne aujourd'hui est l'une des meilleures armées au monde qui puisse faire face à cette nature de guerre hybride qui a toutes les couleurs, qui n'est pas définie, mais que l'armée arrive à contenir pas à pas et par patience. Et aujourd'hui, nos services de renseignement sont en train de faire un travail extraordinaire et permettent à cette population résiliente aussi de se tenir auprès de notre armée pour contenir cette guerre. Parce que ce qui échappe aux autres, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes types de peuples que nous avons au Mali. Au Mali, les civils, souvent, sont même plus durs en matière de lutte que ceux qui sont professionnels dans cette lutte. Nous, nos populations ne fuient pas. Nos populations ne cèdent pas. C'est vrai que souvent, de part et d'autre, tu peux trouver une panique, mais aujourd'hui, nos villages sont sur leur place, malgré les menaces qu'on fait. Et aujourd'hui, un Malien n'hésite pas à sauter sur un terroriste qui est armé, qui a une ceinture d'explosion. Je sais qu'un Malien n'hésite pas à sauter sur lui pour mourir et sauver les autres. Ça, c'est au Mali qu'on trouve ça. Ouais. Et ça fait partie aujourd'hui des éléments qui aident l'armée déjà professionnelle à contenir cette guerre hybride-là. Merci beaucoup. Doyen, les États-Unis. Les États-Unis, je crois qu'il y a 2 mois ou 3 mois environ ici, on était venu sur un des problèmes des États-Unis. Ok. On avait dit que les États-Unis ne sont pas crédibles. Oui. Ils ne sont pas fiables. Les gros poissons se nourrissent des petits poissons. Oui. Les États occidentaux qui nous ont colonisés, comme la France, se nourrissaient de nous. Mais les États-Unis aussi se nourrissent de ces Occidentaux-là. Vous voyez, la guerre en Ukraine, ça a servi à tout faire revenir entre les mains des États-Unis, qui vend aujourd'hui son GNL aujourd'hui à un prix plus 4 fois plus élevé que celui de l'Union soviétique. Donc les États-Unis, on est ensemble, mais ils suivent leur propre intérêt. Ils ont d'ailleurs exigé des Européens d'acheter pour 700 milliards de dollars des armes absolument, aux entreprises leurs américaines. Propres armes. Donc, la guerre sert à les fructifier, eux. Et l'un des objectifs, c'était d'appauvrir l'Union européenne. Deuxième objectif qu'ils ont, c'est la Russie, c'est la Chine à travers la Russie, qui peut posséder, se maintenir dans l'Afrique de l'Ouest. C'est un point stratégique où passe, je crois, le gazoduc. Non, les parallèles là de la géographie, où ils peuvent, de là-bas, ils peuvent tout surveiller, pratiquement une bonne part du monde entier. Sur le plan stratégique, non seulement ça entre en compte pour la guerre qui se livre, de leadership qui se livre avec la Chine, mais la Russie ayant mis le pied dans les plats, ayant
contribuer à faire sortir, à établir une coopération très solide avec les pays de l'AES, il faut venir. C'est pourquoi quand on avait dit une fois qu'ils veulent venir, est-ce que c'est possible? On avait dit que la Russie, être sur le même espace que la Russie, c'est un danger. Ça ne marchera pas, on l'avait dit. Et que les Américains, il faut s'en méfier. Que nous avions une fois trahi les Russes, il ne faut pas que ça se répète. Les Américains vont venir, si ça ne va pas, ils reprennent leurs clics et leurs claques, ils s'en vont. Et ils nous laissent dans le marasme. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ceci. Mais ce il faut dire aussi, ils sont pragmatiques. Quand ils veulent atteindre un objectif et que ça ne marche pas, ils sont aptes à partager les intérêts. Et les guerres de destruction des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme tant de pays qui ont été ravagés par la guerre, un des enjeux, c'est la reconstruction. Et la reconstruction, c'est des marchés pour leur entreprise. Moi, je crois que j'ai vu une fois, quand il s'agit de la prise de Kaboul, ils ont demandé aux Français de ne pas s'y mêler, qu'ils sont en train de faire le job. Les Français ont supplié qu'on les laisse descendre uniquement à l'aéroport de Kaboul qu'ils vont sécuriser. Parce que les Américains sont réalistes. No contribution, no drink. Tu n'as pas contribué, tu ne vas pas avoir les intérêts. Et donc, ils les ont boutés. La reconstruction de l'Afghanistan, la reconstruction de l'Irak, la reconstruction de la Syrie, tout ça, pourquoi les Français se sont empressés de Giuliani là, de le recevoir? C'est pour avoir une part de marché, non seulement sur le pétrole, mais aussi sur les reconstructions. Or, les Américains vont les en empêcher. Tu as vu, Donald Trump les a reçus. On avait cité l'exemple aussi de 52 sous-marins à tête nucléaire que l'Australie, pour un contrat que l'Australie avait conclu avec les Français. Tout était conclu, le contrat était signé, les Américains ont mis les pieds dans le plat et ils ont renversé les choses, ils ont raflé le contrat. Macron a rué dans les brancards, il a crié, Trump a fait un voyage juste pour les calmer. Et en compensation, parce qu'ils n'ont pas les satellites nécessaires pour survoler le Sahara et donner les renseignements. C'est en compensation de ces 52 sous-marins à tête nucléaire qu'ils ont ravis à la France que Trump a accepté. Sinon, il disait l'Afrique, là, on ne va pas s'en mêler. Mais c'est en ce moment, en compensation, qu'il a accepté que leurs satellites puissent surveiller les espaces et donner des renseignements aux Français. Et tu as vu ce qu'ils en ont fait. Donc, les États-Unis, en un mot, ne cherchent que leurs intérêts. Il ne faut pas croire à une amitié sincère comme la Russie. Non, la Russie, comme on peut le dire, est au moins à un côté humaniste que les Américains n'ont pas. Maintenant, ce que je voudrais dire, pour dire, il l'a cité, on l'a tous cité à plusieurs reprises, quelles que soient vos armes, vous ne pouvez rien contre un peuple résilient. Vous ne pouvez rien. Aucune arme ne peut vaincre un peuple résilient. Oui. Aucune arme. Fût-elle nucléaire, elle ne peut pas vaincre un pays résilient. Prenez le Japon, le bombardement de Nagasaki et autres. Oui, Hiroshima et Nagasaki, mais ils se sont relevés. Prenez les Coréens, les Vietnamiens qui ont lutté contre les Français, qui ont lutté contre les Américains alors qu'ils étaient beaucoup mieux armés. Et donc, c'est la résilience du peuple malien. C'est vrai que nous sommes brûle-tête, nous ne sommes pas très disciplinés et tout, mais à un moment donné, moi j'ai vu des vendeuses de rue qui sont en train de dire au Canada, ne vous limitez pas à ça, coupez-nous l'air qu'on respire, mais on va continuer. Voilà. Merci. Oui, par rapport à ça, un élément à ajouter concernant les États-Unis. Oui. Parce que eux, ils jouent sur les relations internationales. Aujourd'hui, l'AES, parce que ce qui est en train de faire mal à la France et à ses alliés, c'est que le Mali, le Burkina et le Niger ont compris qu'il fallait partir vers une alliance. Cette alliance-là est en train de les faire souffrir. Ça, c'est un premier élément. Donc,
la Russie, en tant que partenaire des pays de l'AES, aujourd'hui, et la Chine, qui cherche aujourd'hui les marchés, a beaucoup de choses à gagner dans ces 3 pays de l'AES. Et c'est des pays qui font rentrer beaucoup d'argent pour la Chine. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette situation va encore plus rapprocher la Chine de la Russie. On a vu le défilé. Et les États-Unis pensaient qu'avec leur lien, le lien commercial qu'ils ont avec la Chine, et tout ce que les États-Unis font rentrer comme argent à la Chine, pouvait créer et faire en sorte que la Chine se désintéresse un peu à l'implication de la Russie dans l'espace AES pour aider à se criser. Ils ont vu que ça créait plus de rapprochement. Et sachant aujourd'hui les capacités de l'Iran et de la Corée du Nord dans la destruction et étant encore plus proche de la Russie et ces opportunités que l'AES est en train de les offrir en Afrique, les États-Unis voient que s'ils ne prennent garde, ils risqueront de perdre gros dans cette histoire des États sahéliens. Et ils perdront des choses que la France ne pourra pas leur donner. Donc, ils ont plus intérêt. C'est pourquoi vous allez voir que dans cette reprise, ils ne sont pas en train de le faire de façon isolée, ils sont en train de vouloir le faire de façon sincère. Mais je rejoins toujours Coulibaly, avec les Américains, il faut toujours faire très attention et savoir comment aller, parce que nos partenaires dignes de confiance, qui ont un honneur à jouer dans les espaces sahéliens, sont là et on ne doit pas les frustrer. On ne doit pas les frustrer. Doyen, nous revenons vers vous, parce que vous avez si bien fait d'expliquer d'ailleurs l'expression guerre hybride. Nous revenons à partir des derniers événements qui viennent d'avoir lieu au Mali. Nous avons assisté réellement à une guerre psychologique, mais il serait bien d'essayer d'expliquer ça aussi encore à l'opinion, en tout cas au public qui est en train de nous suivre. C'est quoi une guerre psychologique? Pourquoi nous avons été frappés jusqu'à quel degré de la guerre psychologique qui elle-même se trouve dans la grande guerre qu'on appelle la guerre hybride. Donc la guerre psychologique, si vous pouvez expliquer ça un peu à ceux qui sont en train de nous suivre. Bon, la guerre psychologique, c'est des moyens qui sont employés pour abattre le psyché de l'ennemi. Faire peur, quoi. Faire peur et faire croire que l'ennemi est faible. Je prends un exemple, je crois que c'est Sun Tzu. Moi, je n'arrive jamais. Sun Tzu qui avait dit l'art de la guerre. Toute guerre est fondée dans la tromperie. Oui. Donc, une guerre psychologique repose sur un élément de tromperie. Ensuite, il avait dit la communication des guerres aussi, parce que le vecteur de la guerre psychologique, c'est la communication. Et il avait dit la communication de guerre est une composante essentielle de la stratégie basée sur le mensonge, la ruse et la manipulation. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'on met en œuvre pour abattre psychologiquement l'ennemi. Je vous donne un exemple, je m'excuse de le citer parce que je lis quand même beaucoup le Coran et les hadiths. Quand le prophète de l'Islam devait revenir reconquérir la Mecque, c'est Abu Sufyan qui faisait office de gouverneur de Abu Sufyan, qui était son cousin et qui a contribué à le chasser de la Mecque. La Mecque étant dans une crevasse, au crépuscule, ils sont venus, ils sont montés, et tout autour sur toutes les collines environnantes de la Mecque, ils ont envoyé quelques petits groupes qui ont bivouaqué en allumant des feux. Alors, quand ceux-ci ont vu des feux sur toutes les collines environnantes, à quelques encablures l'une de l'autre, ils se sont dit, mais ils sont des milliers. Et psychologiquement, ils étaient abattus. Oui. Mais Sun Tzu l'avait décrit 544 ans avant que Jésus ne naisse. Et donc, c'était pratiquement un siècle avant Mahomet. Mais il l'a mis en pratique. Un millénaire presque. Un millénaire presque. Parce que Sun Tzu, c'était 544 ans avant Jésus.
Mahomet, c'était 570 ans après Jésus-Christ. Et donc, la reconquête de la Mecque, ça remonte encore un peu plus loin, c'est plus d'un millénaire. Oui. Mais c'est une stratégie. Donc, ce que je voudrais souligner, c'est que la guerre psychologique repose essentiellement sur un vecteur, la communication. Et Mahomet a fait une communication en mettant des bivouacs ou en éclairant. Ils se sont dit, mais tout ça, c'est des gens qui l'accompagnent. Donc, il a communiqué sans être sur le terrain. Les autres ont eu peur. Et le lendemain, il est rentré tout tranquillement. Ils ont négocié. Abou Soufiane a adhéré à l'islam. Je m'excuse de l'avoir pris comme... Bon, mais c'est une culture universelle. Oui, donc, à partir de là, il faut compter avec la communication. Et c'est là une guerre qui a été menée contre le Mali, à tous les niveaux. Et même, si vous me demandez votre question, les guerres psychologiques... Oui, à partir des derniers événements. À partir des derniers événements, c'était ça. On brûle les citernes. Et puis on amplifie la communication. Eux, ils amplifient la communication. Ils exagèrent en disant que Bamako est isolé, ça va tomber. Ensuite, eux, ils prennent les relais. Ils disent qu'ils ont des appuis à l'intérieur, des politiques, des chefs religieux qui sont avec eux. Et donc, ils ont fait tout un tapage autour de ça. Ils ont communiqué autour de ces objectifs-là, de ces moyens-là, pour en faire un objectif, un moyen pour atteindre l'objectif essentiel. Donc, c'est bon. C'est quelque chose qui est susceptible de jouer sur la psychologie des gens. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés quand même si on est résilient. Mais la première fois où ils ont dit Bamako, mais en fait aussi, ça a son côté néfaste. Ils ont fait une communication partout pour dire que Bamako va tomber, Bamako n'est pas tombé. Ça aussi, c'est l'envers du décor. Comment vont-ils expliquer qu'ils ont communiqué sur du faux? Ils ont semé la panique, ils ont voulu semer la panique, et Bamako est toujours là. Et dans le même temps, comme tu as eu à le rappeler une fois, quand en Ofla, le président de la République est parti à Bougouni pour inaugurer la deuxième mine de lithium. Il est revenu, il est parti en commune 6. Oui. En commune 1. Non, commune 1. Pour inaugurer, pour poser la première pierre d'un ensemble de 15 hôpitaux pour Bamako et 15 autres pour les régions qui vont finir à des dates différentes. Ensuite, il y a le BAMEX. Pour la première fois, la deuxième fois en Afrique, une telle foire est organisée. Je ne sais pas s'il s'agit de foire ou pas. Oui, d'une exposition. D'une exposition de cette ampleur en matière militaire, c'est la deuxième fois en Afrique. Donc, comment on peut dire que ce pays est menacé et quand il sort et dans les rues, les acclamations fusent de partout. Et il vient d'inaugurer aussi, il vient de donner le coup d'envoi aussi de mettre fin à la vacation, l'ouverture de l'année judiciaire. Et là aussi, pendant tout un temps, les gens n'ont même pas pu passer parce que les routes étaient coupées. Mais il y avait des gens pour l'acclamer. Merci beaucoup, professeur Touré. La guerre psychologique, à partir des derniers événements, le doyen a tellement brossé, il l'a si bien défini. Nous avons besoin de votre touche quand même. Oui, effectivement, parce que ils ont tenté le côté militaire à pouvoir abattre le Mali avec cette guerre au nord du Mali. Ils ont essayé par les armes. Ils ont vu que vraiment ça ne marche pas. Donc il fallait faire évoluer et introduire d'autres éléments dans cette guerre-là. C'est pourquoi ils sont arrivés à créer cette guerre psychologique. Parce que la guerre psychologique, d'abord, elle est très rapide et moins coûteuse, en tout cas à leur niveau. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir militairement. Parce que je le rappelle encore aux Maliens que le Nord, Gao était tombé par l'annonce faite sur RFI. Oui. Et France 24. C'est quand ils annonçaient que des colonnes de véhicules, plus de 500 armés jusqu'aux dents,
beaucoup de postes beaucoup de positions ont été abandonnées et Gao est tombé. Il pensait pouvoir faire la même chose en imposant cette guerre psychologique basée sur la communication et les fausses informations. Et encore plus qu'ils utilisent, parce que je me rappelle en son temps, pour argumenter tout ce qu'ils avaient dit, ils ont dit que le général Gamou s'est allié aux assaillants, aux rebelles, pour combattre le pays. Donc, du coup, ils ont démoralisé les troupes et un élément important dans le dispositif a été cité comme étant, alors que c'était faux, absolument faux, Gamou n'a jamais retourné ses militaires, ses armes contre le Mali. C'est après que toutes ces réalités ont été révélées. Et aujourd'hui, qu'ils comprennent en tout cas que ce sont des leçons apprises au Mali et ce n'est pas des choses qu'on va laisser passer. On va les analyser, les comprendre et les utiliser désormais pour se positionner face à cette guerre hybride-là. Et la guerre psychologique aujourd'hui, qui sont en train d'imposer, surtout dans la zone de Sikasso, parce que vous avez parlé tout de suite des mines de lithium. Oui, oui. Ça, c'est un aspect qui les a échappés. Hein. Ils ne pensaient pas qu'il y avait du lithium dans la région de Sikasso, dans la région de Bougouni aujourd'hui. Donc, par ailleurs, toutes les forces de nuisance étaient centrées au nord. Et aujourd'hui, ils ont vu qu'il y a cette richesse-là, vers laquelle aujourd'hui le monde tend, beaucoup plus que même les hydrocarbures dont ils ont besoin. Aujourd'hui, ils sont en train de s'aimer cette terreur-là aussi dans cette zone pour vouloir installer cette psychose de guerre. Impérativement, parce que ces zones-là, ce ne sont pas comme les zones, comme les parties nord du Mali, où il y a beaucoup plus d'espace, on peut tourner et avoir le temps de faire des manœuvrages. Dans la zone de Bougouni, ce n'est pas possible. Géographiquement, c'est accidenté. Il faut avoir certains moyens à la hauteur de l'armée malienne pour pouvoir mener une guerre là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train d'accentuer cette guerre psychologique. Et ensuite de dire aux Maliens, parce qu'ils savent que les Maliens aiment beaucoup partager sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi leurs informations ont eu une certaine force à un moment et a fait peur à un certain nombre de personnes, parce qu'il y a certaines informations que les gens partagent. Il faut qu'on arrête de partager certaines informations. Ce ne sont pas des informations, mais c'est la guerre psychologique qu'ils sont en train de nous imposer. Et nous-mêmes, parfois, on contribue à relayer ces informations, on les partage. Aujourd'hui, si j'ai une information sur une certaine situation, je refuse de partager cette information à Koulibaly. Parce que si moi, psychologiquement, je suis abattu, peut-être que lui, de son côté, il tient psychologiquement. Là où moi, je ne peux pas tenir, lui, il peut tenir. Et c'est comme ça qu'on peut faire face à cette guerre psychologique. Mais si nous tous, on reçoit les mêmes informations à un certain niveau et que nos morales sont tout de suite sapées, on risquera vraiment de tomber sous le coup de ces ennemis. Et la guerre psychologique sert à amener la population à ne plus faire confiance à ses autorités et à ses institutions. Parce que ça, c'est un élément qui est dans la guerre psychologique. Parce qu'ils ont compris que les Maliens là sont tellement résilients, ils font tellement confiance à leurs autorités, à leur armée, que les relais qui devraient être là pour passer les politiques qui ont été carrément démantelés sur le terrain et les éléments à qui on veut faire peur pour faire face à l'État, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a tous ces éléments aujourd'hui qu'ils utilisent psychologiquement pour continuer et ils vont continuer à travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités doivent comprendre que si aujourd'hui l'armée est en train de tenir, si la population est en train de tenir, c'est parce que aussi il y a des communications à l'interne qui sont en train de tenir le moral. Et je sais que beaucoup regardent Gandhi pour savoir exactement quelles sont les dernières nouvelles. Et c'est là-bas qu'on peut avoir les bonnes informations qui peuvent nous permettre de dire si le Mali est tombé ou pas. Et quand ils viennent, ils écoutent un général en train de donner les bonnes explications et puis joyeux, ils vont s'étonner et comprendre qu'il n'en est rien de tout ce qui est en train de s'instaurer comme peur auprès de la population. Et ça requinque ces peuples-là, ces populations-là, et ça leur donne plus d'énergie à aller vers cette résilience. Donc, aujourd'hui, l'aspect communicationnel ne doit pas être négligé. Ça doit être
très très renforcée parce que tout le monde s'informe et très peu de gens regardent, même souvent la télé malienne. Beaucoup plus de gens, c'est sur les réseaux sociaux qui tentent d'avoir les informations, ils tentent de s'assurer de la véracité ou de la fausseté de certaines informations. Donc moi je crois que face à cette guerre psychologique qui a été imposée, d'ailleurs qui a pu être déjouée parce que les communications à l'interne ont réussi vraiment à contrer tous ces assauts de propagande face aux informations qu'ils donnent, ont réussi à tenir, et je crois que l'État doit vraiment appuyer ces différentes structures qui communiquent, qui informent, et les gens qui sont là-dedans, que l'État comprenne que autant que les militaires sur le front, ce sont aussi des soldats de la communication et qui sont en train de tenir une bonne partie de la population et à faire face à toute cette propagande des Occidentaux. Ok, guerre psychologique, doyen, normalement leur cible c'est notre population, créer la peur ici, entretenir cette peur, utiliser cette peur comme une arme pour assouvir leurs besoins. Il s'agit pour eux de déstabiliser les institutions du Mali. Ce plan a été contrecarré grâce à la mobilisation des volontaires maliens. Et je pense que le président, son discours à l'endroit des jeunes, quand il a dit si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Nous autres, nous n'étions pas présents. Mais tout de suite, nous sommes sentis concernés par la question. C'était une question de sauver la patrie. C'était un appel à l'aide pour sauver la patrie autour des autorités. Mais doyen, qu'ils ciblent nos populations à travers leur guerre psychologique, on peut comprendre. Mais c'est à quoi nous avons assisté. Ils ont ciblé leur propre population. Quand vous voyez des médias comme LCI, BFM TV, c'est des médias qui sont, TF1, sont des médias qui sont fortement suivis par l'opinion française. Et en faisant des émissions et en désinformant, par exemple, nous avons vu une journaliste qui disait que Bamako était à 3 heures de vol de Paris. C'est un mensonge. Mais elle s'adresse à l'opinion française. Pourquoi cibler leur opinion aussi? Pourquoi vouloir manipuler leur opinion? Qu'est-ce que les autorités françaises préparent peut-être contre le Mali, et peut-être qu'on est en train de préparer psychologiquement le peuple français à cela? Pas seulement préparer, mais justifier le budget aussi qu'on met là-dedans. Parce que le citoyen français, aujourd'hui, sur le plan économique, est en train de souffrir. Quand Macron crée une télévision uniquement destinée à l'Afrique de l'Ouest pour contrecarrer les narratifs, dit-il, des Russes, ça coûte des sous. Quand il s'entête à envoyer, à rester en Afrique de l'Ouest, malgré tous les déboires qu'ils sont en train de subir, il faut expliquer pourquoi ils doivent tenir cette ligne de conduite. Et donc, leur opinion, parce qu'il y a une chose, c'est que l'occidental, les pays occidentaux, dits occidentaux, ont une peur bleue de leur opinion. Oui. Ce n'est pas toujours le cas chez nous, c'est ça la différence. Ont une peur bleue de leur opinion. Nous avons beaucoup plus de respect pour nos autorités qu'eux, ils n'en ont pour les leurs. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et c'est pourquoi dans cette guerre psychologique, pour que ça ne craque pas de ce côté-ci, il faut qu'ils fassent la bonne communication. Vous l'avez vu avec l'Ukraine, et les LCI s'est décrédibilisé à telle enseigne que David Pujadas a fui le plateau. Parce que c'est lui qui a animé ce que l'autre là, Rochebain, est en train de faire maintenant. Il était monté au créneau, c'est lui qui animait le plateau quand la guerre d'Ukraine a commencé. Je sais qu'on l'a même accusé, beaucoup de commentaires l'accusaient de réitérer ce que les journalistes de Radio 1000 Collines sont en train de faire et qu'il va y avoir une conséquence. Ils ont tellement menti, ils ont amené des généraux de pacotille qui ont fleuri sur LCI, BFM, qui ont raconté n'importe quoi, et pourtant la réalité les a rattrapés. Aujourd'hui, beaucoup de ces généraux se sont un peu retirés sur la pointe des pieds, ils ne sont pas crédibles. Ils ont mis la poudre, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme le dit Macron lui-même.
Ça n'a pas marché. Et donc, cette guerre qu'ils sont en train de mener, il faut qu'ils rassurent leur population. Et nous, ils sont en but aussi, comment ils n'arrivent pas à réussir avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Parce qu'il y a un fait qu'eux, ils ignorent. Ils ne connaissent pas très bien l'Afrique. Surtout, ils ne connaissent pas très bien le Mali. Au Mali, je prends un adage bambara, très expressif, qui dit que, je le dis en bambara, je vais le traduire, un nom qui a été discrédité en plein marché, il est presque impossible de le réhabiliter. Voilà. Et nos communicants ont tellement bien fait les choses que Macron s'est énervé pour dire qu'il va mettre ce qui est possible de mettre pour susciter la contre-attaque du côté des narratifs. Et ça, il a mis de l'argent. Doyen, une information toute fraîche nous parvient à l'instant. Ça reste à être confirmé parce que nous allons vérifier que le gouvernement, la haute autorité de communication HAC du Mali a pris une décision de retirer de tous les bouquins les chaînes de télévision LCI et puis TF1. Formidable. Ils ont trop attendu en général. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Leurs vecteurs, ceux qui avaient vraiment pris ici, dans le milieu semi-lettré, c'était TV5 qui avait réussi à avoir un auditorat et TF1, je crois, non, TF1, je crois, oui. Mais à part ça, LCI et autres, c'est la frange intellectuelle qui les écoutait, plus que les autres. Seulement LCI et TF1 appartiennent au même groupe, le groupe TF1. Je sais. Et d'ailleurs, derrière ce groupe, c'est Bouygues. Ces milliardaires français qui s'est d'ailleurs enrichi à partir de ce que vous aviez si bien expliqué, la reconstruction de la France de l'après-guerre. Parce que c'est un groupe qui s'est reconstruit dans les années 1952, si j'ai bonne mémoire, avec Francis Bouygues, et d'ailleurs qui avait des parts de marché au Mali. D'où notre même énergie, c'est-à-dire électricité et puis eau. Et ils sont en train de se... Et je crois que même Canal+, c'était pour lui aussi. Canal+, actuellement, c'est Bolloré. Bolloré, bon. Ouais. Mais ils sont en train de se retirer sur la pointe des pieds parce que ça commence à chauffer pour eux. L'intérêt n'est plus trop présent en Afrique. Donc, en fait, ils ont trouvé que le terrain est miné. Et tu sais, les gens ne les écoutent plus. Moi, je me souviens quand ma mère, quand j'étais petit, elle écoutait la radio. Tout le monde écoutait la radio, il n'y avait pas autre chose que ça. Alors, Radio Mali disait, ce soir, il va pleuvoir à Kaye. Et il ne pleut pas. Une fois, deux fois. La troisième fois, ils disent, il va pleuvoir à Kaye. Menteur. Tu vois, tout de suite, ils sont décrédibilisés. Elle n'y croit plus. Et pour restaurer cette confiance à la communication de la radio Mali, c'est tout un tas de problèmes. Parce que les vieilles, là, elles balisent tout, c'est la même chose. Et donc, c'est la communication qui a aussi ses revers. Et je crois que nous y reviendrons. Ok. Voilà. Professeur Touré, vous ajoutez quelque chose? Parce qu'ils sont en train vraiment de manipuler leur opinion aussi. Oui, c'est pourquoi je dis que certainement France 24 et les informations que nous avons ici, leur opinion n'a pas la même chose. Parce que ces derniers jours, toutes les informations qu'ils ont données sur le Mali, se sont avérées fausses. Et si leur opinion a ça, ils vont faire la même chose que la maman de Koulibaly. Ils vont se poser des questions. Et c'est pourquoi aujourd'hui TF1, LCI, qui a pris une ampleur avec la guerre de l'Ukraine, est en train de les informer pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'on a vu le cas avec les États-Unis, quand ils ont échoué au Vietnam. Il leur a fallu créer des Rambo, créer des hommes extra forts, des commandos, là. Faire des commandos, faire des cinémas pour montrer que l'armée américaine n'a jamais perdu et pour rehausser un peu le moral des Américains et des combattants américains désormais quand ils vont les engager dans des guerres parce que l'échec du Vietnam a été terrible pour l'armée américaine. Donc eux aussi, ils sont en train de passer par ces chaînes d'information pour informer et maintenir le moral. Parce que, comme il l'a dit, il y a le revers. La guerre psychologique, c'est bien quand tu arrives à gagner avec. Mais attention, c'est un couteau à double tranchant. Parce que quand je viens de donner des fausses informations et qu'après,
rien ne se réalise, on te demande pour une chose curieuse, on va se rendre compte que c'est sur des rumeurs que vous êtes en train de travailler l'information. On va se rendre compte que c'est des Maliens apatrides qui n'aiment plus encore voir leur pays en bonheur. C'est sur la base des informations de ceux-ci que vous traitez une information. Et des chaînes qui représentent la France, qui représentent la force de la France, et le peuple français va voir qu'aujourd'hui, l'État est tombé très bas pour traiter des informations d'une si haute importance sur des bases de rumeurs. Donc c'est pourquoi ils cherchent chaque fois à redérouler et à donner une autre facette des informations qu'ils donnent sur des chaînes qui sont beaucoup plus suivies par l'opinion française. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que nos sociétés civiles passent par les sociétés civiles de ces États pour passer la bonne information. Parce que ce qui est sûr, ils ne vont pas regarder au RTM, ils ne vont pas regarder la télé du Burkina ou du Niger pour s'informer véritablement de ce qui se passe ici. Mais lorsque ils vont passer par les sociétés civiles de leurs États et qui vont communiquer, certainement la bonne information va tomber et LCI, TF1, en tout cas tous ceux qui vont être dans la propagande de leur côté à mentir sur ce qu'ils sont en train de faire ici, et les chaînes qu'ils orientent vers nous qui vont informer nos populations et pouvoir capter les esprits faibles ici, lorsqu'on va découvrir la réalité de l'information, cette propagande-là, cette guerre psychologique-là va retourner contre eux. Et je crois, et je le dis encore, il faudra que le Mali, les autorités du Mali utilisent cette guerre de communication, cette propagande, cette psychologie, cette psychose qu'ils sont en train d'installer par la propagande et la désinformation, qu'on utilise nos médias pour rendre le contraire, l'effet contraire chez eux. Et c'est très important. Ok, c'est très important. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons, pour nos téléspectateurs, nous avons essayé de brosser les différents pans de la guerre hybride en touchant le volet économique, avec l'attaque des camions citernes, en touchant le volet guerre psychologique, et peut-être d'autres volets. Vous pouvez ajouter un autre volet de la guerre psychologique? Bon, à la guerre psychologique, il faut... de la guerre hybride plutôt. La guerre hybride, mais aujourd'hui, la guerre psychologique qu'ils sont en train d'utiliser, j'enchaîne avec ce qu'il avait dit, et c'est parfaitement vrai. Il faut qu'on prenne leur guerre, qu'on la retourne contre eux. En quoi faisant? Le Mali doit... Nous avons la chance d'avoir aussi des panafricains qui sont connus, qui ont même sanctionné, parce que tellement ils leur font du mal. Je prends le professeur Franklin, je prends Nathalie Yam, l'autre Béanzin, il y en a d'autres. Mais les deux qui ont été même sanctionnés, ce sont ces deux-là. Ça veut dire que leur communication porte loin et leur fait du mal. Leur fait du mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concevoir d'abord une vidéo qui reprend toutes les déclarations où eux-mêmes se dévoilent. Quand Macron dit notre intérêt est en Afrique, on ne peut pas quitter, les déclarations du général Vincent Desportes, les déclarations de François Lecointre, les déclarations de Christian Cambon, le député, repiquer, en faire une vidéo. Et c'est dans ça que se trouve la vérité. Tout ce qu'ils veulent cacher aux autres là, c'est ce qu'il faut recenser, vidéo par vidéo, en faire un documentaire cohérent et balancer ça par l'intermédiaire, parce que nos communicants n'ont pas les moyens. Malgré tes relations, tu n'as pas beaucoup de moyens aujourd'hui pour atteindre autant que Franklin Yamsi. Ok, c'est pour appuyer cette contre-attaque contre le narratif. Il faut retourner leur narratif contre eux. Et nous avons les moyens, il faut qu'on se donne les moyens. Mais nos communicants, ceux qui soutiennent la transition, n'ont pas suffisamment de moyens. Leur voix ne porte pas jusqu'en Europe. Mais ils ont des relais en Europe. Comme je l'ai dit, on fait un documentaire bien fourni avec les propos de tous ces gens-là, parce que ces propos sont clairs.
très clair. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Il faut qu'ils reviennent pour défendre leurs intérêts. Par tous les moyens. Beaucoup, ils se sont lâchés. Donc ça, il faut préparer ça et injecter ça dans le circuit avec les panafricains qui sont là-bas. Premièrement. Deuxièmement, cette propagande qui est venue, il faut, pour dire que le Bamako va tomber, il y a ci, il y a ça. Mais si on avait des gens qui préparent une vidéo spécifiquement sur ce problème, et en disant au même moment où ils sont en train de dire ça, voilà ce que le président de la République était en train de faire. Le Bamako était calme. Et donc on leur donne, ils rediffusent ces documentaires. C'est-à-dire c'est des trucs de vidéo qu'on enchaîne. Rien ne vaut quand on prend une vidéo, qu'on prend la séquence, on fait sortir, le monsieur, il se prononce. D'autres se prononcent. On verra très clairement, ils vont le lâcher. Je vous donne raison que ce qu'on leur dit là-bas, ce n'est pas ce qu'on nous dit, ce que nous vivons ici. Oui, moi, j'ai une bonne partie de ma famille en France. J'ai au moins 14 neveux ou 15 neveux, nièces et neveux qui ont eu des enfants. Un de mes neveux, avant-hier soir, il m'a dit, tonton, il faut faire attention, parce qu'il était paniqué. Oui. Il dit, il faut faire attention, parce que comme ils savaient que j'étais sur les plateaux, ils n'ont pas le temps d'écouter tout. Au départ, je leur ai envoyé, mais après, j'ai arrêté. Mais ils ont l'idée que je suis en pleine politique et que je suis sur le plateau. Ils disaient, c'est un danger, il faut te protéger. J'ai dit, OK. J'ai fait un long message pour lui expliquer tout ce qu'il y a. Et après, je l'ai pris sur WhatsApp pendant 45 minutes. Je lui ai dit, mais il était là, il me dit, mais je ne savais pas ça. Nous, on ne savait pas ça. Et ils ont eu l'impression que nous sommes contre eux. J'ai dit, mais écoute, toi, tes frères et sœurs, plus les enfants de mon grand frère, l'enfant de ma grande sœur, et mes cousines qui sont là-bas avec leurs enfants, vous croyez que nous, on peut être contre vous? Il dit, ah non. J'ai dit, bon, voilà. Voilà comment on nous a exploités pendant 60 ans. Même le problème de CFA, quand je lui ai dit, mais ils nous font ce que l'Allemagne occupant leur a fait quand ils ont occupé. Ils ont créé un franc. Ouais. L'Allemagne a créé un franc utilisé par les Français. Et c'est ce qu'il dit, à quoi ça? J'ai dit, oui. Notre franc CFA, c'est ça. Et c'est un franc qui n'est pas... Je lui ai expliqué les choses. Il dit, mais tonton, je ne savais pas tout ça. Bon, j'ai fini par lui dire, il faut bien que les gens s'assument. Nous, on ne vivra pas plus longtemps qu'on a vécu. Oui. On n'a rien à perdre. Oui. Et il faut que des gens, même plus jeunes que nous, se sacrifient. Donc, oui. Nous aussi, on ne peut pas rester à la rade. Oui, c'est ça. Voilà. OK. C'était une solution passée par les influenceurs de là-bas, comme la société civile, comme tu l'as dit. Oui. C'est vraiment une très bonne idée. La société civile, les influenceurs africains, panafricanistes, qui vont porter le message, qui vont porter la contradiction, parce que quand c'est mieux, Franklin par exemple le fait, Nathalie Yamb le fait, mais quand on fait nous-mêmes des vidéos et on les implique, on prépare ça ensemble et ils diffusent, ça va plus loin. Ça va plus loin. Et je crois que vraiment, il est temps parfois que nos autorités s'intéressent aux communicants qui les soutiennent. Ils ont peu de moyens, ils se battent. C'est vrai qu'il faut se méfier parce que souvent dans ce truc-là, ceux qui viennent quand on les rapproche, ils ont tendance à déborder, à se croire investis de pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils craignent. Mais parfois, il faut choisir de deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre. Voilà. C'est vrai. OK. Professeur Touré, on arrive au terme de cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter? OK. Je voulais rebondir un peu sur ce que Coulibaly vient d'expliquer, qui est vraiment très utile et très important. J'ai eu la même situation quand j'étais avec mon oncle. Ses cousins au Sénégal l'envoient des images pour dire, paraît-il, que Bamako va tomber. Et si Bamako tombe, c'est sûr que le Sénégal va tomber. Donc j'ai compris tout de suite qu'en réalité, les communications que nous sommes en train de faire se limitent uniquement à chez nous. Et je crois qu'il faudra que les autorités travaillent à ça.
Il y a des pays comme le Sénégal. Certes, je ne dirais pas qu'ils sont avec nous parce qu'ils sont toujours entre les mains de la France manipulés, mais il y a certaines de nos informations aussi qui peuvent passer par là-bas pour atteindre leur public. Et aujourd'hui, la plupart de nos communications, peut-être qui se font en Bambara, ça se comprend ici. Et c'est pourquoi il faut aussi penser aux pays qui sont autour de nous à faire passer certains types de messages, comme Koulibaly l'a dit, pour que ceci, de façon inconsciente aussi souvent, soit notre relais de faire passer les messages au niveau de l'autre côté. Donc ça, c'est très important et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que l'État mette les moyens dans le dispositif de la communication parce qu'aujourd'hui, on a atteint la phase de la propagande. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que les terroristes armés ne peuvent plus vaincre. Ils ne peuvent plus venir à bout du Mali parce que l'armée malienne aujourd'hui est à un certain niveau. Et je crois qu'on doit penser aussi à renforcer le dispositif par les volontaires au niveau de la sécurité. Ça, c'est un élément qu'il faut vraiment travailler parce que la sécurité, elle n'est pas sporadique, c'est tout le temps. Ce n'est pas par moment ou par circonstance. Et nous avons négligé un moment notre aspect sécuritaire, c'est ce qui nous a valu tout ça. Et aujourd'hui, nous devons travailler cette jeunesse-là, nous devons travailler les femmes et les hommes à aller vers ça, à aller vers l'engagement, à pouvoir défendre la patrie, quels que soient les moyens qu'il faut utiliser. Et c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est cette guerre psychologique qu'ils vont continuer à utiliser. Et que ça soit compris, que cela soit compris par nos autorités. Et par ailleurs, les gens qui communiquent pour nous, qui communiquent au nom de la patrie, qui soutiennent la patrie, qui renforcent la résilience auprès de la communauté, de la population, doivent être très suivis. Et l'État ne doit pas négliger cet aspect. Parce que ce sont des guerriers très importants qui maintiennent certains à un certain niveau, qui n'ont pas certaines informations. C'est ce qui se dit par nos leaders en matière de communication qui arrivent à les maintenir et à les maintenir dans cette résilience qui fait aujourd'hui la force du Mali face à cette guerre hybride. Donc à ce niveau, il faudra vraiment que les moyens soient investis et que ceux qui travaillent, les jeunes qui se donnent à ce niveau, ceux qui travaillent dans ce secteur soient pris en compte très sérieusement par l'État parce que ça va leur faire mal et c'est ce qui va faire très mal à ces Occidentaux. Parce que dès que leur population vont commencer à entendre les communications, à comprendre les communications qui se passent chez nous et à apporter le démenti de tout ce qu'eux disent à leur population, ils pourront se soulever contre leur État et ça peut se faire très mal. Donc moi, c'est sur ça que je vais aujourd'hui conclure et demander vraiment à l'État de prendre tous les moyens nécessaires et de mettre le dispositif qu'il faut à la disposition des communicateurs pour que l'information puisse aller très très loin et que l'on puisse utiliser l'arme de la propagande et de la désinformation contre ces nations occidentales. Merci beaucoup. Doyen, nous arrivons au terme de cette émission. Nous n'allons pas dire comme d'habitude votre mot de la fin peut-être. Aujourd'hui, on va dire votre mot peut-être pour sortir de cette émission. J'ai une pensée très émue pour la TikTokeuse de Tonga, Mariam Cissé. Mariam Cissé, qui a perdu sa vie en défendant son pays. Aujourd'hui, le président je crois le Premier ministre lui a rendu honneur sur les antennes, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut que son nom reste dans l'histoire. Et comment? Il y a beaucoup de moyens. Voilà. Une statue à son effigie, une place dans les musées. Et il faut que son combat soit reconnu et parce que c'est un exemple pour tous les autres. On peut se sacrifier même à cet âge-là. Une jeune fille qui n'a pas beaucoup, 25 ans, je crois, même pas, qui s'est sacrifiée, qui a été tuée comme ça. Tu as laissé sans doute peut-être un enfant, c'est ça? Bon, on n'a pas cette information, mais on va creuser. Voilà. Si tel était le cas, la fois, nous proposons aux autorités de prendre vraiment l'enfant en charge. Comme pupille d'État, de l'État. Pupille de l'État, parce que sa mère est tombée en martyr. Ça, il faudrait reconnaître. C'est une chose même qu'on voit très rarement ici, une exécution peut-être en place publique par des barbares venus d'ailleurs, qui sont en mission. Notre peuple va triompher. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer que là où ils ont fait ces mal-là, elle sera érigée là-bas. Et c'est juste une question de temps. Notre peuple va gagner cette guerre. Professeur Touré. Ok.
Je remercie Koulibaly, vraiment remercier Général, remercier Gandhi. Il faut reconnaître que sur le plan de cette guerre psychologique que l'Occident est en train de nous imposer, qui allait triompher, hein, à la limite, si on n'avait pas des plateaux comme Gandhi pour que des gens puissent communiquer et tenir haut non seulement le moral de nos militaires, mais aussi le moral de la population, de la jeunesse, des femmes, à faire face et à comprendre que c'est juste une manipulation et une désinformation qu'ils sont en train d'utiliser pour nous faire tomber. Parce qu'aujourd'hui, on a des autorités qui sont prêtes, qui ont accepté le sacrifice pour que le Mali à jamais puisse sortir de cette misère et que les peuples du Mali désormais puissent comprendre que la lutte à laquelle ils doivent s'acharner, c'est la lutte pour le développement de chez nous, dans le respect du partenariat. Et je crois que les Américains, aujourd'hui, ont laissé tomber les Français, les Occidentaux, dans ce vol du Mali. Et je crois que c'est une bonne annonce. C'est une très bonne annonce parce qu'il faut que les gens comprennent que toute la force, aujourd'hui, de la France à mener une quelconque situation hors de son territoire, c'est par appui des États-Unis. Et les États-Unis ont compris qu'au Sahel, ils sont sur une fausse note. Et au Sahel, ils ont perdu toute crédibilité en utilisant de la propagande et de la désinformation par leurs voies les plus autorisées à vouloir faire tomber un pays comme le Mali. Ils ont compris qu'ils n'utilisent que du faux et du tout faux pour réussir à déstabiliser et à créer un carnage humanitaire au Mali. Merci beaucoup. Nous vous remercions, vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Vous avez été nombreux à être en ligne. Dans les commentaires, dans les partages, nous avons senti votre présence. Nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver d'ailleurs la semaine prochaine, même heure, mais seulement nous allons changer de thème. Sans doute avec les mêmes invités qui seront là pour décortiquer un autre sujet au sommet de l'actualité. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, nous vous remercions. Et d'ici là, restez branchés sur Gandhi Malian TV et sur African TV parce que le programme ne s'arrête pas. D'autres programmes vont suivre juste après. Nous vous remercions. Merci.